Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, l'état des routes dans plusieurs quartiers de la ville de Douala laisse à désirer. Les empruntés est un véritable parcours de combattants. Le 19h50 vous conduit sur la route qui lie PK12 à PK14. L'on célèbre ce 10 août la journée africaine de la décentralisation, prétexte pour évaluer le niveau de transfert des ressources, le rôle des faits d'état civil dans le processus et les défis rencontrés dans la mise en œuvre de la décentralisation. Et dans l'actualité également, le Cameroun s'apprête à abriter le championnat d'Afrique des Nations de volleyball dames. À quelques jours du début de la compétition, nous vous présentons les forces en présence, le jeu et les enjeux à suivre dans la chronique sport. Voilà pour les titres. Emprunter la route PK14, PK12 est un véritable supplice pour les populations de cette zone. Les nids de poules grossissent de jour en jour. La circulation sur ce tronçon est de plus en plus difficile avec la saison des pluies. Voici le reportage d'Aaron Dazira et Stéphane Binac. La route est impraticable. Nous sommes vraiment dépassés. Nous ne savons pas quoi faire. Nous souffrons. Un calvaire que les usagers de la route PK12-PK14 endurent depuis plusieurs mois. La route est devenue impraticable. Les nids de poules ont élu domicile sur la voie principale. Une situation qui devient de plus en plus exaspérante. On ne parvient pas à circuler, on ne parvient pas à marcher. Autant d'embouteillages, à partir de 18h, c'est grave ici là. Personne ne peut circuler. On passe même que dans les boutiques pour marcher. Finalement, on ne comprend plus. Les trous par-ci par-là, tu entres dans un trou pour que ça sorte, on te balance. Vraiment, c'est vraiment mauvais pour nous. Pour se déplacer, les automobilistes sont obligés de se disputer avec les piétons. Une alternative qui n'est pas sans conséquence. Des dommages pour les véhicules et les passagers. C'est trop délicat ici. Les benzineurs tombent là chaque jour. Les voitures font l'accident là chaque jour. Les 3 roues, alors on en parle plus. On fait le tonneau chaque jour. Ça nous casse le corps. En soirée, tu rentres comme ça là, tu ne parviens même pas à manger. C'est-à-dire, on te sert à manger. Si tu rentres et que ta femme peut-être fait un peu quelques secondes de te servir à manger, tu te retrouves en train de dormir. Parce que le corps a beaucoup travaillé. Les riverains de la zone souhaitent que les autorités se penchent sur leur cas avant la prochaine rentrée scolaire. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on mette le feu, on trouve une solution pour voir comment on peut arranger la route. C'est grave. Ceux qui décident fassent quelque chose avant la rentrée scolaire. Sinon, avec les élèves, ils seront pleins en route. Il n'y aura pas moyen de circuler. L'état de la route est très mauvais. On ne peut pas en sortir avec la rentrée ici. Il faut qu'on essaye de voir parce que les élèves ont beaucoup souffert. En soirée et tôt le matin, la circulation devient difficile, surtout en cette saison des pluies. Les usagers peuvent passer 2 à 3 heures dans les embouteillages. Dans l'actualité également, le Premier ministre s'est rendu ce jour à Buea. Joseph Diangote, dans le cadre du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, est arrivé dans la ville, accueilli par les autorités administratives et traditionnelles. Le chef du gouvernement va s'entretenir avec les chefs traditionnels sur les résolutions du grand dialogue national. Écoutons l'un de leurs au micro de Richard Jamad. Il faut bien dire que c'est une occasion qui va nous donner, n'est-ce pas, l'opportunité d'entendre le chef du gouvernement lui-même. Ce que depuis l'avènement du dialogue national, n'est-ce pas, communément appelé ici Medium National Dialogue, les résolutions et les décisions ont été prises. Nous voulons savoir comment l'État et les autres partenaires ont implémenté ça, quels sont les résultats, et quel est encore l'avenir, n'est-ce pas, de ce plan. Ce 10 août est jour de célébration de la 12e journée africaine de la décentralisation et du développement local, un prétexte pour évaluer sa mise en œuvre au Cameroun. Y a-t-il des avancées? Si oui, lesquelles? Éléments de réponse avec Karen Mesatachouya et Samuel Ebakissé.
La décentralisation dont l'objet est d'assurer les libertés locales ou territoriales est en marche, mais pas encore effective au Cameroun. C'est le maire de la commune de Nitoukou, située dans le département du Bamei-Noubou, région du centre, qui le dit. Entre autres arguments sur lesquels s'appuient Lynn et Nanga, les difficultés de planification au bout de 3 ans, des projets réalisables à partir du budget d'investissement public. Tel n'est malheureusement pas le cas. Parce que vous êtes sûr que le Midevel va vous donner les 700 millions dans sa ligne budgétaire, 27 millions ou plus avec le MINTP. Mais avec les autres, nous ne sommes pas sûrs. Il faut marcher, il faut aller, il faut courir, il faut déposer, il faut... Toutes les sectorielles devraient, à son avis, programmer le montant alloué aux collectivités territoriales décentralisées dans leur ligne budgétaire. Ce manquement pénalise le fonctionnement. Heureusement, il y a des sources de financement propres. Mais dans quelles conditions? Nous avons créé des champs de manioc et on vend le manioc. Le lundi, le jour de marché, on vend 250 000 francs des bichinkwang, comme on appelle. Et c'est ça qui fait un peu les recettes propres. Autre obstacle relevé cette fois-ci par cet expert en décentralisation, la ressource humaine des communes, toujours coincée dans les services déconcentrés de l'État. Mais comment sortir de cette impasse? Il faut un dialogue citoyen entre les collectivités territoriales décentralisées et l'État. L'État a vocation à comprendre que les collectivités sont prêtes pour accueillir les transferts de compétences et des ressources. Elles ne sont pas incompétentes, elles sont compétentes, elles sont prêtes. L'État doit également comprendre que les collectivités ont besoin que les dispositions transitoires associées à la mise en œuvre du Code général des collectivités territoriales décentralisées pour ce qui concerne l'ajustement en matière de ressources humaines sont urgentes et ont vocation à doper la capacité d'action des communes. Ça pourrait donner un coup d'accélérateur à la décentralisation dans le pays. Cette double célébration, la délégation régionale du ministère de la décentralisation et du développement local a organisé une série d'activités en collaboration avec les autres administrations, les collectivités territoriales décentralisées, les organisations de la société civile, les organisations internationales. Entre autres, l'objectif était de sensibiliser et informer les collectivités territoriales décentralisées sur leur rôle en matière de zone de libre-échange continentale africaine et d'enregistrement des faits d'état civil. Je vous suggère d'écouter la déléguée régionale du ministère de la décentralisation et du développement local du littoral. Piana Nana revient sur les défis de la décentralisation portés par son ministère. Les défis qui interpellent le Midevel en ce moment, c'est comme le ministre de la décentralisation, le martèle à chaque prise de parole, c'est de placer le citoyen, d'impliquer les populations au travers de la participation citoyenne à tous les niveaux, à toutes les étapes de la mise en place de ce processus de décentralisation dans son accélération. C'est de se dire que la décentralisation, au-delà des collectivités territoriales décentralisées, est l'affaire de tous et de chacun. Et la thématique développée dans le cadre de la célébration de cette journée vient montrer à suffisance le caractère multidimensionnel du processus de décentralisation, en ceci qu'il touche aussi bien les aspects de développement local que les domaines économiques. Voilà, merci madame. En sport, 21e championnat d'Afrique de volleyball dames, jour J-4 avant le coup d'envoi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les préparatifs s'intensifient et en présidant cet après-midi à Yaoundé la réunion générale d'évaluation, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a rappelé d'un ton ferme qu'il n'y a pas bicéphalisme à la Fédération camerounaise de volleyball. Je vous propose d'écouter à ce sujet un extrait du discours de Narcisse Moualekombi sélectionné par Daniel Anissé-Boutier. Il doit être clairement entendu. Il doit être clairement entendu et dit qu'il n'y a aucun bicéphalisme à la tête de cette fédération. Les élections et leurs contentieux relèvent du passé. Le bureau exécutif élu au terme du dernier processus régulier, comme d'ailleurs dans plus d'une quarantaine d'autres fédérations sportives, conforme aussi bien à la loi et à la réglementation en vigueur au Cameroun qu'aux principes et normes de fonctionnement du sport international, sous l'égide du Comité international olympique. Ce bureau exécutif, disais-je, est incontestablement celui dirigé par M. Bello Bourgan, qui a d'ailleurs négocié avec brio l'organisation de notre compétition par d'autres pays en rapport avec la Confédération africaine de volleyball.
du 21e championnat d'Afrique de volleyball féminin senior a eu le mandat de la Confédération africaine de la discipline au détriment de l'Égypte, également candidat. Les précisions avec Wilfried Ngomse et Ludovic Ngomse. Après le grand succès de 2017, le Cameroun et son palais des sports de Yaoundé ont de nouveau été choisis par la Confédération africaine de volleyball pour accueillir le 21e championnat d'Afrique senior dames. Annoncé dans un premier temps du 6 au 18 août 2023, ce tournoi a été reporté de quelques jours, à savoir du 14 au 25 août prochain, suite à la décision de la Confédération africaine de volleyball à la demande de la Fédération camerounaise. Connue de sa fitness dans le jeu, avec une défense très difficile à renverser et une performante attaque, Yolande Amanda Gigolo et ses coéquipiers peuvent reproduire l'espoir de 2017 en remportant le 4e titre malgré l'absence des doyennes telles que l'ex-capitaine Christelle Nana Chundang, Stéphanie Fotso et Laetitia Moma Bassoko qui ont pris leur retraite nationale après avoir remporté les 3 derniers titres. Après 2 semaines de stage en Slovénie pour un tournoi international auquel prennent part les nations mieux classées dans le ranking mondial de volleyball, le manager sélectionneur des équipes nationales seniors dames et messieurs, Peter Nomnembroche, et ses pouliches sont attendus ce soir au Cameroun pour entamer les séances d'entraînement. La 21e édition du championnat d'Afrique des nations de volleyball senior dames, prévue au pays de Eringapet, se tiendra dans un contexte de bicéphalisme à la Fédération camerounaise de volleyball entre Bello Bourdang et Serge Abouim. Et après les compétitions continentales entre autres de football, de basketball et de handball, le Cameroun accueille du 14 au 25 août prochain le championnat d'Afrique de volleyball dames, une organisation dans un contexte tendu par la crise post-électorale à la tête de la FECA Volley. Le tableau bizarre du volleyball au Cameroun ces dernières semaines, c'est le sujet de la chronique d'André Mirabeau-Barbe. Les Lions de volleyball en joie et en communion avec leurs supporters au Palais des Sports de Yaoundé, les champions d'Afrique au premier ministère décorés et honorés, ces clichés devenus vintage ont pourtant fait la fierté de toute une nation, ou presque. Ces derniers mois, l'image du volleyball s'est débridée, entachée par une crise de leadership profonde, des acteurs sur le qui-vive, mais malgré ce climat délétère, le pays des Lions indomptables accueille le championnat d'Afrique de volleyball dames. Les équipes étrangères sont déjà dans nos murs, l'ogre kényan affûte sereinement ses armes. La guerre de clans peine toujours à déclarer un cessez-le-feu. Pourtant, pour cette édition 2023, un record de 18 nations africaines est annoncé. Une grande première dans l'histoire de la compétition avec des baptêmes de feu du Burkina Faso par exemple. Le volleyball au Cameroun, 2 présidents, Julien Serge Abouem et Bello Bourdang, la refondation contre la réconciliation, des compétitions locales organisées en parallèle, des sélections nationales pour chaque camp, les lignes de fracture se durcissent, les athlètes semblent sans voix et la presse aux abois. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, la Confédération africaine de volleyball et la Fédération internationale ont ouvertement choisi leur faction. Le verdict du tribunal arbitral du sport est très attendu. Et entre-temps, plusieurs décisions de justice confortent le clan Abouem. À quelques heures du premier match de cette 21e édition du CHAN de volleyball dames au Palais des Sports de Ouarda, les acteurs se regardent toujours en chien de faïence, tétanisés par les tensions. Pourtant, l'enjeu du tournoi est grand. Les triples championnes d'Afrique ont lutté pour arracher un ticket aux prochains Jeux Olympiques de Paris et pour rassurer un tant soit peu les fans et le peuple, selon un communiqué signé de Narcisse Mouerekombi. La sélection nationale dames a environ eu droit à 3 mois de préparation entre Yaoundé, la Slovénie et la Croatie.
Un tournoi international disputé à Poula du 17 au 22 juillet dernier. 9 victoires et 4 défaites enregistrées. Les Lions du filet semblent très bien rodés, mais à Yaoundé, dans un contexte difficile, la roue peut très vite tourner et les rêves partir en fumée. La Fédération camerounaise de volleyball, de football offre 20 millions de francs CFA aux Lions indomptables de moins de 20 ans. C'est en guise de récompense pour leur brillante participation aux récents Jeux de la francophonie de Kinshasa en République démocratique du Congo. Les médailles d'or ont été reçues cette mi-journée au siège de la Fédération à Yaoundé par le président Samuel Eto'o. Le reportage de Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault. Au jeu de la francophonie à Kinshasa, ils ont honoré le Cameroun en remportant l'or. En retour, la Fédération camerounaise de football dit merci aux Lions indomptables de moins de 20 ans. Un merci qui vaut 20 millions de francs CFA. Il nous habitue aux victoires. Il faut continuer comme ça. C'est jamais facile parce que le peuple camerounais est exigeant. Et c'est normal parce que pour nous, nous avons de très très bons joueurs. On a remporté ce trophée de la francophonie. On ne va pas se reposer sur ces lauriers. On va continuer de travailler pour encore remporter plus. Et même dans d'autres catégories, pourquoi pas. Une médaille au parfum spécial pour la Fédération camerounaise de football, mais surtout pour Samuel Eto'o qui enregistre ainsi son premier grand succès depuis son arrivée à la tête de la fédération. Pour vous, le premier trophée, mais pour moi, comme président de la fédération, c'est aussi un premier trophée. Et j'avais déjà pris quelques jours pour me reposer, mais vu l'immense joie que vous nous avez apportée, je me suis dit qu'il était bien que je vienne vous voir. En brisant le signe indien, Samuel Eto'o espère que cette médaille d'or sera la première d'une longue série sous son règne des présidents. À suivre dans ce journal, le ministère de l'Éducation de base prépare la rentrée scolaire. Le chef de ce département ministériel a défini les orientations de cette année. Et Aminatou Aïdio, porte-parole du comité scientifique des Awards de l'avenir, sera avec nous en posture d'invité de 19h50. La promotion de la sécurité sociale au Cameroun au cœur de l'annuaire statistique du travail et de la sécurité sociale 2023 présenté ce jour à Yaoundé à l'initiative du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le document de cet chapitre entend contribuer positivement à la création d'emplois, protection des droits au travail, l'extension de la protection sociale entre autres. Bénédicte Ngono et Bertrand Tassé. Depuis 2008, le ministère du Travail s'est lancé dans la production des données statistiques dans le but de répondre aux sollicitations de tous les acteurs, notamment les pouvoirs publics, organisations internationales et syndicales. Ceci pour une maîtrise parfaite du climat social destiné à la promotion du travail décent. Il fallait savoir réunir dans un document qui va non seulement aider les décideurs à prendre la bonne décision, mais également informer, donner de bonnes informations à nos partenaires et d'autres acteurs du sous-secteur travail et sécurité sociale. L'annuaire statistique ainsi présenté et validé ce 10 août 2023 à Yaoundé édifie sur les réformes dans les différents secteurs. Que ce soit en termes d'accidents de travail, c'est-à-dire les risques sociaux en général, et d'autres informations que nous pouvons avoir sur le monde du travail. À travers ce document, les différents acteurs du secteur du travail et de la sécurité sociale pourront prendre des décisions idoines pour mieux implémenter le travail au Cameroun. La rentrée scolaire 2023-2024 pointe à l'horizon et le ministère de l'Éducation de base affûte ses armes. Une réunion de concertation des responsables des services centraux et déconcentrés présidée par le chef de ces départements ministériels s'est tenue ce jour à Yaoundé. Objectif, évaluer l'année antérieure et donner les orientations de la prochaine rentrée scolaire. Joël Diom 3 et Raoul Goufo. L'année scolaire 2022-2023 n'a pas eu la même coloration sur toute l'étendue du territoire national, teintée de noir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, sous fond de crise sécessionniste.
Malgré quelques éclaircies, à l'Est, la situation n'a guère été reluisante avec l'instabilité en République centrafricaine voisine. Mais le pari de terminer l'année scolaire a été tenu. Conscient de ces difficultés, le ministre invite ses collaborateurs à maintenir le cap. Mettre toutes nos énergies pour offrir une éducation inclusive et de qualité à notre jeunesse en vue de son épanouissement intellectuel. C'est ainsi l'un des multiples appels lancés à l'occasion de la réunion de concertation des responsables des services centraux et déconcentrés du Minedjub, ouvert ce 10 août à Yaoundé. Les délégués régionaux entendent profiter des travaux en atelier pour faire part de leurs difficultés. 10 000 élèves de la classe de CM2 qui n'ont pas pu prendre part aux examens parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Nous avons des écoles encore qui ont des effectifs élevés, mais les ressources humaines ne sont pas suffisantes. Laurent Sège et Tundingwa a insisté sur les valeurs morales qui doivent guider toutes les actions des acteurs de ce secteur au cours de l'année à venir. Et pour notre page live, une question pour vous. Avez-vous déjà utilisé une cantine? Cette petite malle, réputée pour sa grande capacité à conserver des vêtements et documents importants, ces utilisateurs se recrutent pour la plupart dans les internats et séminaires. Mais comment le conçoit-on? Nos reporters Daniel Anissé-Boudier, Brice Cotin à Tangana, Raoul Ngoufo et Michel Foucault ont fait immersion dans une usine de fabrication à Yaoundé. Reportage. À l'usine, ça travaille. Dans cet atelier en plein air, Roméo rajoute une dernière touche d'esthétique à sa cantine flambant neuve, prête à l'exposition. Fabriquer et commercialiser des cantines, un métier qu'il a hérité de son papa. Donc, en cas les vacances comme ça, on voulait assister à travailler. Et jusqu'à présent, nous sommes dans le domaine. Bachelier, un bac D, plus bac plus 2. Après, bon, après les conditions de la vie, j'ai abandonné pour m'insérer dedans. Donc, et celui-là, il court un petit compte dedans. Ici, en face du palais des sports de Yaoundé, les cantines sont produites en quantité industrielle. On en trouve de toutes les couleurs et de toutes les tailles. La Soko, la Super, la Mini Super, la première et la deuxième. Les prix varient en fonction de chaque taille. Ce qui a deux barres là, c'est 20 000. Ce qui a 3 barres là, c'est 25 000. Ce qui a 4 barres, c'est 90 de long, c'est 30 000. Ce qui a 4 barres, 1 mètre de long, c'est 35 000. C'est la plus grosse. 1 mètre de long, toujours, mais la largesse, c'est 64, c'est 45 000. Pour les concevoir, les fabricants utilisent comme matière première des tôles et de la peinture. Une fois conçue, la cantine, d'après ses concepteurs, est capable de conserver intact tout objet ou document pour une durée minimale de 20 ans. Il suffit de bien observer les mesures d'usage. Il ne faut pas mettre ça à main le ciment. Donc il ne faut pas trop mettre les charges très lourdes dessus parce que ça risque d'affaisser la cantine. Et vous savez, la tôle avec le ciment, l'humidité, ça va endommager le bas de la cantine. Soit les cartons, soit 2 planches, ils déposent la cantine dessus. Pour éviter que soit l'humidité, soit la moisissure attrape la cantine. Les premiers clients de ces petites malles, ce sont les boulangers, les pensionnaires d'internat et de séminaires. Dans les rues, l'on compte à peine ceux qui, de nos jours, utilisent encore des cantines. Mais on en garde tout au moins de bons souvenirs de par son efficacité. Si ce n'était pas la fête, on ne gardait pas les habits à l'intérieur. Nos habits très précieux. Non, pas plus maintenant, mais avant on utilisait. Ça ne se gâte pas. Quand c'est fermé hermétiquement, les souris n'entrent pas, rien, même les cafards, ça n'entre pas. C'est pratique et ça permet de protéger beaucoup, surtout en cas d'incendie, ça permet de protéger contre le feu. Éviter l'encombrement à l'intérieur de la maison. Les fabricants de cantines disent cependant rencontrer de grandes difficultés, notamment dans l'acquisition des matières premières. La tôle, utilisée pour la confection, est rare, dit-on. Et là, une cantine d'informations à nous proposer ce soir en posture d'invité du 19h50. Aminatou Aïdio, elle est présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès de Yaoundé. Par ailleurs, porte-parole du comité scientifique des Awards de l'avenir. Aminatou Aïdio, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, à 4 jours de cette 3e édition des Awards de l'avenir, quel est l'état des lieux général des préparatifs? Les préparatifs avancent bien et le comité d'organisation est au four et au moulin pour offrir une très belle cérémonie à notre pays et à tout le continent. Aminatou Aïdjo, que visent concrètement les Awards de l'avenir? Les Awards de l'avenir priment l'excellence pour différentes personnalités africaines et mondiales. Et aussi, c'est une plateforme de collaboration secteur public, secteur privé, pour offrir de nouvelles opportunités de développement sur notre continent. Et l'événement est couplé cette année à l'an 15 de la rétrocession au Cameroun de la presqu'île de Bakassi. C'était en 2008. Après 15 ans de conflit avec le Nigeria, le fait de célébrer cela 15 années après est-il un symbole ou alors un simple hasard? C'est loin d'être un fait du hasard, c'est un symbole. C'est une pause majeure sur l'histoire de notre pays. C'est la victoire de Bakassi, c'est le retour de Bakassi sur le territoire national. À l'évocation simplement de Bakassi, l'opinion nationale et internationale se rappelle de cette réussite diplomatique inédite. Alors, pour l'occasion, vous avez décidé de décerner un prix spécial au président de la République, Paul Biya. Parlez-nous un peu de ce prix. Nous avons décidé de décerner un prix à son Excellence, le président de la République, Paul Biya du Cameroun, parce que il a réussi à régler pacifiquement un différend frontalier entre le Nigeria et le Cameroun, malgré une longue période de lutte juridique et diplomatique. C'est pour ça que nous allons lui décerner le prix du sage africain pour récompenser, pour rendre hommage à son engagement constant pour la paix dans son pays, sur le continent et même dans le monde. Je rappelle que cet événement se tiendra le 14 août prochain au Hilton Hotel de Yaoundé. Qui sont ceux qui sont attendus à cet événement? Plusieurs délégations sont attendues. Je peux déjà vous dire que le président de la République sera représenté par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur René Emmanuel Sadi. Aminatou Aïdjo, merci d'avoir répondu aux questions de Canal 2 International. Et dans notre page supplément, le CK FestiFoot est de retour. La 6e édition a été lancée récemment à Banjoun, dans le département du Konki, région de l'Ouest. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence des autorités administratives et élites locales. La compétition va réunir jusqu'au 9 septembre prochain 10 équipes dans différents stades de la ville de Banjoun. On voit cela dans le plus du 19h50. Avec quelques jours de retard, la 6e édition du championnat de football le plus attendu de la région de l'Ouest, le CK FestiFoot, est finalement lancé ce 5 août 2023 au stade Photo Victor de Banjoun. Devant un public enthousiaste, sorti en masse malgré la légère brise, le match inaugural qui oppose les Bleus et Blancs de Varvar FC de Banjoun à Salam FC de Bafoussam donne à apprécier l'immense talent des joueurs. Revenons sur l'aire de jeu avec Pas de vainqueur cependant entre les deux équipes qui se neutralisent un but partout au bout des 90 minutes. Nous avons croisé une équipe vraiment en place tactiquement qui était bien fort et athlétiquement ils étaient plus au-dessus de nous. Mais nous avons pu concurrencer contre eux. On venait pour prendre les 3 points. Ça n'a pas été le cas, mais nous repartons avec le match nul. Ça fait 1 point. Le championnat est encore long. Et on va essayer d'améliorer au prochain match. Nous, on ne doit pas cracher sur les 1 point qu'on a eu cet après-midi. On a essayé de tout faire. On n'a pas, malheureusement, mes attaquants n'ont pas pu trouver le cadre. Mais avant ce grand spectacle de 22 acteurs sur le terrain, une sobre cérémonie protocolaire va voir se succéder au perchoir la déléguée départementale des sports pour le Konki, le premier adjoint au maire de Pété Banjoun et le sous-préfet de l'arrondissement de Poumounieu, camarade Ivan Kamara, qui préside cette cérémonie de lancement. Tour à tour, les intervenants saluent la montée en puissance du CK FestiFoot, non sans encourager son promoteur, Coris Kouyaté, à toujours voler plus haut dans cette aventure, amorcée il y a 6 ans maintenant. Un grand merci particulier à M. Coris Kouyaté, mon jeune frère, qui ne cesse chaque jour d'innover
c'est un penseur en matière de foot. Et vraiment, nous comptons encore de plus en plus sur lui, qu'il soit très vigilant pendant cette compétition, parce que nous avons dit tout à l'heure, nous allons continuer à détecter les meilleurs qui accompagneront Stade de Banjul dans son projet en fin du championnat. Le passage du nombre de participants de 15 à 10 répond à ce souci de rendre le championnat plus professionnel. Autre innovation notable, le CK Festif Foot n'est plus seulement une affaire de la seule ville de Banjul. C'est déjà maintenant au niveau régional. Nous préparons une 10e édition dans 3 ans maintenant. Ne soyez pas surpris que d'ici la 10e édition, vous ayez des équipes qui viennent de Yaoundé, de Douala pour disputer le CK Festif Foot. Avec 10 équipes dont scindées en 2 sous-poules de 5 chacune, cette 6e édition va se dérouler en 2 phases. D'abord le championnat en aller simple avec une finale opposant les 2 premiers de chaque poule. L'on aura ensuite la coupe disputée par les 8 meilleures équipes du championnat. Jusqu'au 9 septembre, les équipes vont s'affronter sur les 4 stades retenus. École publique de Cap-Eté, stade du collège Saint-Joseph, celui de l'IUT Photo-Victor et ce magnifique stade Photo-Victor de Banjul, théâtre des cérémonies d'ouverture et de clôture de cette 6e édition. Le CK Festif Foot est co-parrainé par le député Albert Quinche et le sénateur Emmanuel Chatué. Il bénéficie surtout du soutien inconditionnel de David Kenyé, premier adjoint au maire de Pété Banjul. De refermer ce journal, le sommet de la CEDEAO tenu ce jour à Abuja sur la situation au Niger livre ses premières conclusions. Le président Tinubu a déclaré que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest accordera une priorité absolue à la diplomatie et au dialogue pour mettre fin à la crise en République du Niger. Même le sommet s'est tenu au moment où le régime militaire nigérien a annoncé dans la nuit la formation d'un nouveau gouvernement. On voit cela avec Michael Tsekio. La CEDEAO semble faire marche arrière. La déclaration de l'organisation qui constitue la résolution finale du sommet extraordinaire qui s'est tenu à Abuja ce jeudi tranche avec les premières sorties qui mettaient l'accent sur une intervention militaire. L'institution semble avoir mis de l'eau dans son vin et dit devoir accorder une priorité au dialogue et à la diplomatie pour mettre fin à la crise. Dans son discours de circonstance, Bola Tinubu a déclaré que la CEDEAO examinerait les ponts et les défis qui auraient pu servir d'obstacle à la sortie de l'impasse dans laquelle se trouve le Niger. Il précise qu'il est essentiel d'évaluer l'efficacité des interventions et d'identifier les lacunes ou les défis qui ont pu entraver le progrès. Le président de la CEDEAO a ajouté que seule une évaluation complète permettra de tracer collectivement une voie durable vers une paix, une stabilité et une prospérité durable au Niger. Rappelons que les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis dans la capitale nigériane après l'expiration de l'ultimatum lancé dimanche sans que les chefs militaires nigériens n'aient cédé à la date limite. Le bloc régional ouest-africain avait demandé au général Abdourahmane Tiani de libérer le président déchu Mohamed Bazoum et de rétablir l'ordre démocratique dans le pays. Au lieu de restaurer un gouvernement démocratique, les putschistes ont coupé les liens avec le Nigeria, fermé son espace aérien et nommé un économiste, Ali Mahaman Lamine Zein, comme premier ministre de transition. Quelques heures avant la réunion de la CEDEAO, ils ont également formé un nouveau cabinet et nommé 21 ministres. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.